Voilà. Voilà, c'est parti. Oh la vache. Ça fait 10 jours que je travaille sur ce mini-show. Non mais... Je ne pensais pas, quand je me suis lancé là-dessus, parce que j'ai vu la vidéo de Mike Pence, l'interview de Mike Pence par Tucker Carlson, 2 heures d'interview. Bon, Mike Pence, vous ferez des recherches, mais vous verrez, c'est un type qui a travaillé au ministère des Affaires étrangères états-unien, américain, et donc qui est parfaitement au courant, surtout qu'il passe sa vie entière à étudier tout ça. Et donc, Mike Pence, c'est quelqu'un qui est à la pointe de la recherche sur l'état profond, on va dire l'état profond, qu'il appelle lui d'un nom un petit peu particulier que je vais vous annoncer tout de suite au début de ce mini-show. Donc, on va aller dans les profondeurs de l'état profond, on va aller dans la profondeur de la guerre, je dis bien guerre cybernétique, qui a lieu en ce moment même sur les réseaux sociaux, et dont tous autant que nous sommes, si nous sommes sur les réseaux sociaux, si nous nous faisons censurer, si des fois nous partageons des trucs qui nous intéressent et puis on voit que on a 2 vues, alors que d'habitude on a 20 ou 30 ou 50 ou 100 vues sur ce qu'on met quand on met des photos de nous ou des petites conneries. Donc, il y a des gens qui sont payés par des gouvernements pour nous censurer, pour nous faire la guerre, pour faire la guerre à ce que nous, on a envie de dire. Bon. Donc voilà, c'est de ça que je vais vous parler. C'est ça que j'étudie depuis 10 jours. Et donc, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler de la cyberguerre des années 20. Les années 20, 2020 et suivantes. Et évidemment, vous allez voir qu'on est en plein milieu. Et qu'on est impliqué dans cette guerre-là. Qu'on le veuille ou non, on y est impliqué, soit en tant que victime, soit en tant qu'acteur. Donc voilà, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, d'où ça vient? Comment ça démarre? Ça démarre parce qu'il y a un centre de pouvoir quelque part sur la planète qui s'est installé et qui pompe des richesses partout. Et qui a besoin de pomper des richesses partout parce que comme le fait de pomper partout, grâce évidemment, je ne vais pas m'étaler là-dessus, à la monnaie, au dollar, qui est devenu la monnaie mondiale, bon, c'est en train de se casser la figure en ce moment, mais ça on en parlera une autre fois, mais depuis des décennies, le dollar est la monnaie mondiale qui a été imposée souvent par la ruse et par la force, mais qui permet à l'émetteur de cette monnaie-là d'aller acquérir des biens, d'aller payer des soldats dans le monde entier pour agrandir sa zone d'influence, c'est-à-dire pour agrandir sa zone de prédation. Voilà, c'est ça le principe d'un empire. Le principe d'un empire, c'est que c'est un centre de pouvoir qui agglomère des ressources autour de lui et qui, quand il a détruit les ressources qui étaient proches de lui, il est obligé d'aller plus loin, il est obligé de grandir tout le temps. C'est ça, c'est pour ça qu'on a une idéologie de la croissance. C'est parce que quelque part sur la planète, et nous en faisons partie, il y a un centre de pouvoir qui s'est étendu à tout ce qu'on appelle l'Occident, avec un grand O, et que ce centre de pouvoir-là aspire des ressources, de la richesse, de la main-d'œuvre, des gens, des personnes, de la politique, aspire tout ce qu'il peut dans sa périphérie, qui est devenue la planète tout entière. Voilà, c'est ça le principe. Donc un empire est toujours dans une spirale grossissante, dans une spirale de croissance, qui forcément s'arrête au moment où l'empire arrive à ses limites. L'Empire romain, il est arrivé tout autour de la Méditerranée, c'était les limites de l'époque, au-delà on ne savait pas ce qu'il y avait, on n'osait pas y aller, et donc quand l'Empire romain a réussi à soumettre tout le pourtour de la Méditerranée, il s'est écroulé. Parce que les gens qui étaient tellement loin du centre de pouvoir se disaient non, nous on est chez nous, on n'a pas besoin de dominants, on n'a pas besoin d'hégémonie pour nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et nous empêcher de vivre, et prendre ce qu'on a ici chez nous. Voilà. Donc c'est ça le principe de la spirale grossissante de l'Empire qui s'est passé depuis les dernières décennies, partout sur la planète, avec le centre qui est aux États-Unis, à Washington, là où règne le deep state dont on parle tellement et qu'on va étudier maintenant. Alors il y a aussi quelque chose de biologique dans ce besoin-là, c'est que le fait d'aller prendre des ressources partout et de rien
abîmer chez soi ou d'abîmer chez soi, mais quand il y a plus rien à abîmer, on va ailleurs, on va chercher. C'est aussi une stratégie de survie. C'est aussi une stratégie pour démarrer des lignées, pour démarrer des grandes familles, pour démarrer des richesses infinies qui vont aller chercher, qui vont aller faire de la prédation tout autour, donc qui vont, dans l'esprit, à l'infini, réussir à croître. C'est une stratégie optimale de survie pour des gens qui ont cet état d'esprit qui est le contraire de se dire bon ben voilà, je suis chez moi, j'ai ce qu'il faut, je travaille par-ci, par-là, éventuellement j'ai quelques voisins avec qui j'échange des cadeaux de temps en temps, mais je me contente de ce que j'ai. Non, l'opposé de ça, c'est la croissance, c'est l'hégémonie, c'est dire je n'ai pas assez avec ce que j'ai, donc il faut que j'aille prendre partout. Et donc, il faut reconnaître que c'est une très bonne stratégie, tant que ça dure, pour grandir, pour agrandir sa famille, pour assurer la descendance. Donc il faut penser à ça aussi. Ce n'est pas des gens qui veulent tuer tout le monde, c'est des gens qui veulent juste vivre tout seuls, vivre eux-mêmes, vivre de plus en plus, se reproduire et prospérer. Il y a aussi la philosophie, bon là c'est particulier aux États-Unis, de la manifest destiny, la destinée manifeste. C'est quelque chose, bon, la théorie est très importante, il y a des bouquins, des tas d'articles, des tas de dossiers qui ont été faits là-dessus. C'est une espèce de vision messianique, c'est-à-dire on est le messie du monde, on a une destinée, manifestement on a une destinée, la destinée c'est d'aller porter la bonne parole partout sur la planète. C'est un esprit de secte, c'est un esprit de conquête, parce que évidemment, si on réfléchit un petit peu, on s'aperçoit que dire « il faut que j'aille porter la bonne parole partout », ça veut dire aussi « il faut que j'aille m'installer partout pour pouvoir pomper des ressources et les ramener chez moi ». Donc c'est un alibi, ça s'appelle une rationalisation qui permet d'avoir quelque chose de moral pour étouffer quelque chose de prédateur. Je ne vais pas dire d'immoral, il n'y a pas de morale dans la vie. La vie, le lion, il mange la gazelle, et puis voilà. Mais c'est un esprit de prédation qui consiste à aller chercher ailleurs ce qu'on pourrait trouver chez soi et aller chercher ailleurs ce qu'on ne peut pas trouver chez soi, à savoir encore plus de richesses, encore plus de ressources. Si on interprète ça sous le vocable de destinée manifeste, c'est pour rationaliser cette façon de vivre. Alors évidemment, en face, à la périphérie de tous les empires, à la périphérie d'un pays qui aurait tout d'un coup un chef à sa tête qui aurait ce comportement-là, à la périphérie, tout de suite, on se dit hey, oh, non, tu viens pas chez moi. Alors ça se produit assez loin dans la périphérie d'un empire, parce qu'un empire, comme il crée la monnaie dont il a besoin pour tout acheter, en particulier pour payer son armée, pour payer ses soldats justement qui surveillent et qui conquièrent la périphérie de l'Empire, quand on a cet outil-là qui permet d'avoir des armées, donc non seulement de distribuer de la monnaie à la périphérie pour faire un langage commun, des échanges communs, c'est ça la mondialisation, enfin l'objectif de la mondialisation. Eh bien, la périphérie, à un moment donné, se dit non, ça suffit, on n'a pas besoin de ça, nous, on est bien chez nous, on veut rester chez nous, et puis toi, tu restes chez toi. Pourquoi tu viens ici nous proposer, je ne sais pas, ta langue, ta religion, ta culture, ta monnaie et tes soldats? Non, c'est fini, on n'en veut plus. Et ça n'est pas un repli. Un repli, ce serait dire... J'étais bien avec vous, vous m'avez apporté beaucoup de choses, beaucoup de richesses, mais maintenant je veux me replier sur moi-même parce que j'ai souffert à cause de vous. Non, c'est pas ça. C'est juste revenir à ses racines communes. Voilà, bon, à quel niveau ça se situe? Ça peut se situer au niveau d'un pays tout entier. Voilà, on a une culture commune dans notre pays, on n'a pas besoin de McDonald's ou de chansons de Lady Gaga, donc on est très bien. Donc, vous ne rentrez pas, et si vous êtes rentré, vous repartez. Et donc ça c'est... On peut appeler ça du nationalisme si c'est au niveau du patriotisme, du respect d'un drapeau local, mais on peut dire aussi que si c'est au niveau d'une ville ou d'un village, les villageois s'entendent entre eux, et puis voilà, si tu viens, tu manges à notre table, tu restes aussi longtemps que tu veux, mais c'est pas pour venir nous prendre des choses et les ramener chez toi. Tu comprends ?
Donc, ça s'appelle du patriotisme, ça s'appelle le goût des racines, ça s'appelle la culture locale, et c'est quelque chose qui est déclenché à partir du moment où l'Empire arrive en lisière de la périphérie de sa prédation et qu'il y a des gens qui résistent, des résistants. C'est le dernier petit village gaulois qui résistait à l'envahisseur romain. Voilà, c'est tout. C'est Astérix et Obélix. On connaît très bien ça. Alors ça, c'est les origines, je vais dire, biologiques, philosophiques, messianiques, économiques aussi, qui permettent qu'un empire se crée, qu'un empire prospère. Excusez-moi, je bois un petit coup, j'ai soif. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir, mais bon, je rentrerai, si c'est le cas. Mais là, on est tellement bien. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'historique de la cyberguerre des années 20. L'historique, alors j'ai mon petit plan devant moi. On va raccourcir, on va pas remonter à... Si, je pourrais remonter à un moment, j'ai des notes ici sur... voilà, comment fait un empire pour aller comment dire, contaminer un pays supplémentaire. Il y a deux méthodes. Alors, tout ce que je vais vous dire là, à partir de maintenant, c'est tiré des travaux d'un monsieur qui s'appelle Mike Benz, comme les Mercedes-Benz. Et c'est un ancien du ministère des Affaires étrangères, du State Department américain. Il a travaillé là-bas, il a été en contact avec tout un tas d'autres organismes qui composent une partie de l'armée de cette guerre, de cette cyberguerre des années 20. Il a été au contact quotidien avec ça dans son travail, et puis depuis qu'il a arrêté ça, eh bien, il passe ses journées et ses nuits à étudier l'état profond, comment ça fonctionne, quels sont les tenants et les aboutissants, quels sont les objectifs, quels sont les moyens, qui est là, comment ça se passe, comment ils font. Donc il vient de faire une longue interview de 2 heures avec Tucker Carlson, un des meilleurs journalistes américains qui s'est fait virer des médias mainstream et qui maintenant a monté son propre média, Tucker Carlson Network, qui cartonne à bloc, il a des millions et des millions d'abonnés. Et donc Mike Benz a fait une interview de 2 heures avec Tucker Carlson, et c'est sur cette interview et sur des tas de recherches et des tas d'autres documents que j'ai examinés. Vous imaginez bien, en 2 heures, en se couchant à 3 heures, 4 heures du matin, on abat du boulot. En 10 jours, pardon, en 10 jours, en se couchant toutes les nuits à 3 heures du matin, bon, j'ai quand même pas mal avancé sur le dossier. Donc l'historique base, c'est que d'après tous ces travaux-là, les empires qui veulent conquérir un nouveau pays, il faut qu'ils aient une raison d'arriver dans le nouveau pays, avec une armée, avec quelque chose qui va permettre de contrôler le gouvernement local, de contrôler la population locale. Donc il y a deux cas, l'agression, c'est-à-dire qu'un pays qui en agresse un autre, eh ben on va faire la police. C'est parce qu'on a la plus grosse armée du monde, donc on y va, c'est notre boulot, il ne faut pas qu'ils se battent entre eux. Et puis la deuxième raison, il ne faut pas qu'ils se battent entre eux parce que justement, nous, on va les aider à se défendre en s'installant chez eux, en mettant des bases. Et donc la deuxième chose, c'est quand un pays, quand un gouvernement fait de la répression vis-à-vis de son peuple. Et là, on arrive à l'alibi principal de la conquête du monde. L'alibi principal, c'est aller porter la bonne parole, la manifeste destinée, la destinée manifeste. On va apporter quoi ? La démocratie. C'est-à-dire que ces gens-là sont des sauvages. C'est exactement le même principe que les religieux qui allaient dans les colonies françaises ou de tous les pays à l'époque et qui allaient coloniser par la religion les populations qui étaient qui comprenaient pas ce qui se passait et qui disaient oui Dieu est grand, d'accord, on va vénérer votre Dieu, pourquoi pas, ça ressemble un peu au nôtre, bon. Donc c'est le même principe. On arrive dans un pays et on dit attention, vous avez un gouvernement qui vous opprime, qui vous réprime, et donc on va vous aider à renverser votre oppresseur. Alors, je ne vais pas faire la liste de tous les pays parce que je ne l'ai pas, je ne la connais pas par cœur, mais il y a l'Iran, la Libye, la Syrie, enfin il y a un maximum de pays, sans compter tous les pays d'Amérique du Sud, que les États-Unis ont convaincu d'entrer dans l'Occident.
Et donc, en renversant les gouvernements. Et donc, la méthode, ils font ça en dormant, les mecs. C'est réglé comme du papier à musique. Et là, on est dans l'historique de toutes ces guerres de conquête, on va dire. C'est que il faut sauver la démocratie, donc, sous-entendu, il faut conquérir le monde, mais il faut y aller pour sauver la démocratie. Et donc, il faut les aider à ce qu'il y ait de la liberté d'expression dans leur pays. C'est-à-dire, il faut les aider à comprendre que pour renverser leur dictateur ou leur oppresseur, il faut générer des mouvements politiques d'opposition. Tout à fait. Donc tout repose sur la démocratie, tout repose sur le fait que on va installer dans ce pays des élections démocratiques et on va faire élire quelqu'un d'autre que l'oppresseur. Et l'oppresseur, bon, c'est quelqu'un qui peut-être qui s'enrichissait aux dépens de la population, mais qui n'était dépendant de personne d'autre. Bon, je ne vais pas faire l'avocat pour les oppresseurs, mais il y en a qui faisaient du travail correct. Vous savez, si vous avez un petit peu étudié l'histoire de l'Afrique ou de la Libye, vous savez que le cas se présente. Mais c'est pas grave. Ils veulent être indépendants. Ils veulent pas de nous. Donc, il faut qu'on leur amène le bonheur, la démocratie. Donc, là où j'en suis, historique, page 5, page 3, je reviens ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on va sauter donc toutes ces diverses conquêtes et on va aller directement en 2016, juste avant le début des années 20. En 2016, il y a eu 2 événements qui ont fait comprendre à l'Empire américain, et je vais définir tout à l'heure qu'est-ce que c'est que l'État de l'Empire américain, c'est-à-dire les institutions, les groupes de gens qui travaillent à la perpétuation de l'Empire américain. Je vais les définir tout à l'heure grâce à Mike Benz et à ses recherches. En 2016, il y a eu 2 événements majeurs. Il y a eu une élection démocratique aux États-Unis qui a élu quelqu'un dont l'image était à l'époque de vouloir dégager l'État profond, sortir de l'ONU, sortir de l'OTAN et refaire de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, un pays indépendant. Pas un conquérant qui veut conquérir le monde et dominer la planète, non. On reste chez nous. On a des frontières. S'il y a des gens qui veulent rentrer, ils font les papiers nécessaires et ils peuvent rentrer et rester, mais on n'ouvre pas les frontières à n'importe qui parce qu'on veut un peu rester avec notre culture. Et on a moins envie qu'avant d'aller faire des guerres pour aller conquérir d'autres zones d'influence. C'était le discours de Trump. Je ne détaillerai pas ici les actions qu'il a menées pour aller dans le sens de ces paroles. Je dirais simplement que c'est le premier président des États-Unis qui n'a pas déclenché de guerre et qui, au contraire, a réussi à force, de quelques années après, je ne sais pas, vous regarderez les détails vous-même, de sortir, par exemple, les troupes américaines d'Afghanistan. Pendant ce temps-là, Obama, le président d'avant, avait eu le prix Nobel de la paix avec je ne sais pas combien de guerres à son actif. Mais bon, j'essaye pas de dire ce qui est bien ou ce qui est mal. J'essaye de vous expliquer les mécanismes. Alors, page 3, on a vu l'historique, donc ça, voilà, ça c'est fait. Et on passe à la page 5, historique. Qu'est-ce qui s'est passé après les élections de Trump? Il y a eu le Brexit. Pour les États-Unis d'Amérique, la zone européenne est une zone extrêmement importante. Pourquoi? Parce que c'est une zone où on peut reproduire à peu près le même genre d'hégémonie locale que celle qui existe avec l'État fédéral aux États-Unis. On peut reproduire cet État fédéral européen, c'est le but à long terme, et même là, toutes les institutions européennes sont des institutions étatiques qui permettent d'avoir une monnaie pour l'ensemble de la zone, d'avoir une justice de plus en plus pour l'ensemble de la zone et d'avoir un exécutif pour l'ensemble de la zone, étant donné que les gens qui sont à Bruxelles mais qui ne sont pas élus font des recommandations qui passent tout de suite sous forme de loi dans tous les pays de l'Union européenne. Donc, il y a un État qui ne dit pas son nom, qui existe, un État global
au niveau de la zone européenne. Donc ça, c'est un modèle très intéressant pour les États-Unis parce qu'ils peuvent contrôlent l'État européen depuis le centre fédéral des États-Unis. Et donc ça leur permet d'avoir une zone d'influence extrêmement importante pour contrer toute une bande d'indépendants qui ne veulent pas et qui ne rentreront jamais dans l'Occident, dans le système. J'ai nommé évidemment la Russie et la Chine en premier lieu, qui sont les fondateurs des BRICS, qui forment les 5 lettres du mot BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Les cinq premiers membres des BRICS, qui sont des pays indépendants, qui ne veulent pas rentrer sous l'hégémonie des États-Unis. Donc, attention, pour ça, le train qui avance, c'est d'aller porter la démocratie. Évidemment, les pays qui ne veulent pas rentrer dans ce train ne sont pas des pays démocratiques. La Chine, c'est un pays autoritaire, une dictature. La Russie, c'est un pays autoritaire, une dictature. Le Brésil aussi. Tous les gens qui ne veulent pas rentrer dans l'Occident, ce sont des dictatures. Et donc, il va y avoir une prise de conscience de l'État profond qui se dit « Attends, on vient de subir 2 défaites monstrueuses. » Écoutez bien, parce que là, c'est tout le fondement de la pensée américaine. On vient de subir 2 échecs retentissants. Chez nous, le peuple, démocratiquement, a élu un de nos ennemis, vous vous rendez compte? Un mec qui va essayer de nous détruire pendant 5 ans. Et en Europe, il y a un pays qui faisait partie de l'Europe qui vient de se tailler. Donc ça, c'est très grave. Donc il faut on ne peut pas abandonner notre philosophie d'aller porter la démocratie partout, mais il faut qu'on change quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi on ne peut pas changer notre philosophie d'aller porter la démocratie? Parce que c'est une inertie énorme avec une armée, avec des tas d'institutions, je vais vous en citer quelques-unes, qui participent à ce travail-là. Donc ça a une inertie énorme, il y a des budgets monstrueux, il y a des milliers, des millions de gens qui travaillent là-dedans. Je vous rappelle que le département de la Défense, le ministère de la Défense américain, dont la base principale c'est le Pentagone, le bâtiment en forme de Pentagone où tout se décide pour l'armée américaine, emploie, si on compte les forces armées planétaires, plus de 2 millions de personnes. C'est un des plus gros employeurs de la planète. Donc, on ne peut pas arrêter une machine comme ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est réfléchir à dire, on va toujours aller défendre la démocratie partout, mais ce ne sera pas vraiment la démocratie qui permet au peuple d'élire des gens qui nous sont opposés. Ça va être autre chose. Ça ne va pas être la démocratie du peuple, le consensus du peuple, ça va être le consensus... Écoutez bien, parce que c'est un changement énorme, mais qui se voit presque pas, qui s'entend à peine dans les discours. Et pourtant, maintenant que vous allez pouvoir y faire attention, vous allez le remarquer. Ce n'est plus le consensus du peuple, c'est le consensus des institutions qui forment l'État de l'Empire. Et les institutions, qu'est-ce que c'est? On va y revenir dans une seconde, restez là. Pourquoi est-ce que cette hégémonie est nécessaire? C'est parce que quand on est un empire et qu'on a besoin d'aller chercher des ressources partout dans le monde, il faut contrôler ce qui se passe dans les pays qu'on a conquis. Il faut tout le temps contrôler ce qui se passe. Parce que imaginez, on a des usines à nous, le centre de pouvoir, l'empire, qui sont installés dans un pays qu'on a conquis. Si par hasard dans ce pays qu'on a conquis, il y a un abruti qui se présente, qui est élu et qui propose par exemple de nationaliser les ressources qu'on pompe là-bas pour les ramener ici, pour fabriquer des trucs ici avec ces ressources-là, s'il y a un mec qui dit non, on va nationaliser l'uranium, ou bien on va nationaliser les mines les mines d'or, les mines de diamants, les mines de cobalt, c'est pas possible. C'est pas possible de permettre à quelqu'un de nationaliser des ressources dont on a besoin tous les jours chez nous. Ben non. Donc il faut qu'on les contrôle. C'est pas possible de laisser un dictateur changer les lois du travail, par exemple, pour les rendre plus souples, pour les rendre plus faciles pour les travailleurs, étant donné que le plus gros de nos profits repose sur le fait qu'on exploite les travailleurs du pays pauvre. Donc on ne peut pas tolérer qu'il y ait des opposants à notre politique impériale dans les pays que nous contrôlons. Je sais pas, ça tombe sous le sens. Il y a la même chose avec la France au niveau de l'Afrique. Par exemple, la France a toujours contrôlé le Niger. C'était une colonie française avec la langue officielle, le français.
Et puis petit à petit, les Nigériens, sous l'influence d'un pays que je ne nommerai pas, bah si je peux le nommer, la Russie, qui s'est un petit peu installée au Niger et qui a expliqué un petit peu aux gens le même principe que les Américains dans la périphérie de leur empire. Mais là, les Russes, ils viennent au Niger, ils disent aux Nigérians, eh, dites donc là, vous vous faites un petit peu exploiter par les Français, là, votre uranium, vous avez vu, il part pour aller faire marcher les ampoules des Français. Ça va pas du tout, ça. Faut faire quelque chose, les gars. Et je ne sais pas là comment ça se passe. C'est plus opaque encore que ce qui se passe aux États-Unis. Mais le fait est que le Niger a changé de constitution, a viré les Français. Dans la constitution, a ravalé au rang de langue de travail le français qui était la langue officielle du Niger et qui a mis à la place, constitutionnellement, les 13 langues courantes du Niger en tant que langue officielle du pays. Voilà. Ça, c'est pas une révolution, c'est bon. On a compris, les Russes nous ont expliqué, on va s'arranger avec eux, on va moins se laisser faire que avec vous, mais là, vous rentrez chez vous les Français, on n'a plus besoin de vous. Résultat, ça a marché. La France a fermé l'ambassade de France à Niamey. Il n'y a plus aucun lien diplomatique entre le Niger et la France. Voilà comment ça marche. Donc, tout ça, ça fait peur. Mais ça prouve que un empire, ou un ancien empire comme celui de la France, ou un empire en pleine expansion, moins maintenant, comme l'empire américain, ont besoin d'aller contrôler les pays qu'ils occupent et qu'ils exploitent. Bon, ensuite on a comment on peut faire pour réaliser un projet de cette envergure-là. Bah, il y a la recette ancestrale, on imprime la monnaie, où on frappe des rondelles de métal avec la tronche de l'empereur, on paye les soldats avec ça, qui coûte rien, puisque c'est des esclaves qui travaillent dans les mines d'argent, qui font les pièces, et on les paye avec des pièces qu'ils ont eux-mêmes frappées, qu'ils ont eux-mêmes extraites de la mine. Donc on paye tout le monde avec de la monnaie, des pièces ou des billets qui ne coûtent rien, ou des chiffres sur des ordinateurs. Donc on a des soldats partout, et avec ces soldats-là, on peut avoir le bâton, la menace de violence physique, et on peut avoir la propagande qui va être distribuée par autre chose, par d'autres moyens dont nous allons parler dans une seconde. Restez là, vous allez voir, c'est étonnant, étonnant. Donc on a la ruse, la monnaie, et la violence physique, l'armée, et on a la propagande qui va expliquer aux pays conquis que c'est très bien pour eux. Alors, il faut que, pour passer de la démocratie, consensus du peuple, à consensus des institutions, il va falloir qu'on voit un petit peu qu'est-ce que c'est que les institutions. Donc on va essayer de déterminer qui fait fonctionner toutes ces institutions. Où sont-elles? Comment elles s'appellent? Pour arriver à ce que ça fonctionne, à ce que la propagande fonctionne, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce qu'il faut faire attention à pas faire comme les vraies dictatures. Il faut faire attention à pas faire comme, dit-on, la Russie ou la Chine, c'est-à-dire que le gouvernement russe ou le gouvernement chinois dit « ça on coupe, ça c'est interdit ». Tel moyen de communication, tel réseau social, puisqu'on est à l'époque maintenant des réseaux sociaux, d'Internet, on est dans le présent, on est en 2016, 2018. Il ne faut pas faire comme les vraies dictatures. On ne peut pas interdire des choses gouvernementalement par une loi qui implique de la censure ou qui implique des interdictions. On ne peut pas faire ça parce que nous, on respecte la liberté d'expression. Donc, on va faire autrement. Écoutez bien, parce que tout ça, c'est pas du complot, hein. C'est pas du complot du tout. C'est de la doctrine, c'est de la méthode. On a tous les documents, je vais tout vous mettre en lien sous cette vidéo. On a tous les documents, tous les dossiers, tous les séminaires, toutes les formations qui font ce que je suis en train de vous décrire. On crée la doctrine du whole of society, le tout de la société.
C'est-à-dire, on ne va pas faire un système avec le gouvernement ordonne, les autres en dessous obéissent, ou bien on coupe tel réseau de communication. Non. On va faire en sorte que toutes les institutions de la société soient d'accord pour travailler dans ce sens-là. Et donc le gouvernement, il ne va pas servir à faire une loi et à interdire, il va servir à financer des gens qui, eux, partout, petit à petit, comme des fourmis travailleuses, vont arriver à faire, pas du tout de la censure, mais à faire de la formation à la cybersécurité, à faire de l'opposition contrôlée, à faire tout ce qui va faire que les gens vont petit à petit changer d'avis et penser que ce qui se passe en ce moment est bien pour la démocratie, parce que au moins ça fonctionne, l'État local, nous, notre État n'est pas en danger, nous sommes protégés, et donc tout va bien. Donc il faut non pas créer un système qui va du haut de la pyramide vers le bas, mais au contraire un système qui soit diffusé complètement. Ça s'appelle astroturf, de l'astroturf. Il faut astroturfer la propagande. Alors, là, il y a un petit truc marrant, je fais une petite parenthèse. L'astroturf, vous savez ce que c'est? Aux États-Unis, c'est une marque de gazon artificiel. Et donc, l'astroturf, c'est mettre du gazon artificiel à la place où il y avait du gazon qui poussait tout seul. Sauf que dans le gazon qui pousse tout seul, il y a des mauvaises herbes. Et donc, on ne peut pas se permettre de laisser pousser... Vous comprenez l'analogie? On ne peut pas se permettre de laisser pousser du gazon parce qu'il va y avoir des pissenlits, il va y avoir de la porcelle, il va y avoir... Je regarde autour de moi, c'est facile. Il va y avoir de la fougère et des petites fleurs jaunes que je ne connais pas. Eh bien, on peut pas... On va astroturfer toute la planète. On va mettre du gazon artificiel partout. Et donc c'est ça, il faut que ça ait l'apparence d'un mouvement naturel, que ça ait l'air spontané, que ça ait l'air biologique, mais ça part d'en bas. Donc le gouvernement, il ne donne pas des interdictions, il finance, il sous-traite, il dirige, il persuade, il fait pression sur l'ensemble de la société, the whole of society, le tout de la société, pour que les choses se passent comme, évidemment, au sommet, on le désire. Alors ce qui est marrant, c'est que ça permet au gouvernement de dire « Attendez, nous on n'a rien fait, on finance les gens qui nous demandent de l'argent, et puis voilà, nous on est juste le pilier du rugby qui pousse la mêlée, et puis après, ils jouent, les joueurs, ils jouent tout seuls. » En Russie, en Chine, le gouvernement dit « Voilà, ce channel Telegram, ou Telegram carrément est coupé. » Ou au Brésil, en ce moment, par exemple, on a le cas de X, qui est coupé, le réseau social d'Elon Musk, le plus développé, le plus libre, entre guillemets, parce que c'est pas encore très rose, mais le réseau X est coupé en ce moment, au Brésil. Et Elon Musk est attaqué par un individu en particulier qui se déclare le juge suprême du Brésil et qui fait les lois lui-même. Eh ben non, ça se passe pas comme ça aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas le gouvernement qui interdit, c'est toute la société. Le gouvernement y paye des centaines de millions. Tous les agents qui peuvent pratiquer la censure ou pratiquer l'éducation à la cybersécurité ou l'éducation aux médias, la résilience digitale, des organismes de lutte contre la désinformation. Voilà, tout ça est financé par le gouvernement, mais c'est eux qui font le boulot. Alors le gouvernement peut dire « Ah bah non, nous on n'a rien fait. Ils viennent nous demander des sous, on les subventionne comme les autres, on subventionne plein de choses. Donc voilà, après il se passe ce qui se passe. C'est la liberté individuelle, c'est la liberté d'expression. » Donc le fait d'interdire certains discours subversifs ou dissidents, c'est en fait exercer de la liberté d'expression. Ouais, c'est un petit peu orwellien, effectivement. Donc, il y a un truc qui est important, justement, c'est le concept de plausible deniability, la dénégation plausible. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose par en dessous, avec des intermédiaires, avec des sous-traitants, on peut toujours dire non, nous on n'a rien fait. C'est la dénégation plausible, c'est-à-dire on peut dire non, on peut dénier, et ça passe. C'est pas grave si les gens savent en fait d'où ça vient. Mais le fait qu'on peut dire « c'est pas moi », c'est un système mafieux, hein, évidemment. Hein, c'est le chef de la mafia qui dit à un homme de main « tiens, va lui casser un peu les genoux ». Et donc, l'homme de main va casser les genoux à la victime qui n'avait pas payé son assurance pour pas qu'on lui casse sa vitrine. Et donc, le gars à qui on casse les genoux n'a aucun
aucune liaison, aucun rapport avec le chef de la mafia. Le chef de la mafia, il peut dire « Non, moi je fais mes affaires tranquille, j'ai des femmes qui travaillent pour moi, certes, mais aller casser les genoux de quelqu'un, non, jamais je ferai ça. » Et bon, et ben voilà. Donc c'est pas nous. Dénégation plausible. Plausible, deniability. Si vous faites un peu des recherches, vous allez tomber sur ce mot-là. Alors, on va en venir à quoi? Ah oui, j'ai un exemple. Oh ben voilà, alors un exemple. Quand on me dit, attendez, mais il n'y a quand même pas des séminaires de formation pour apprendre aux gens à faire à censurer des discours dissidents dans leurs médias. Eh ben si si, il y en a. Il y a un organisme qui s'appelle l'Atlantic Council. Mike Pence décrit très bien comment ça marche. C'est un think tank de l'OTAN, carrément. Donc ça vient du Pentagone. C'est une création de l'OTAN. Du Pentagone. Donc l'Atlantic Council, le Conseil Atlantique si vous voulez, organise des stages pour lutter contre la désinformation. Objectif, influencer la société civile sur ce que les sphères du renseignement militaire et la diplomatie américaine veulent faire au niveau géopolitique et militaire. Alors comment ça marche? Combien il y a de directeurs de la CIA, d'anciens directeurs de la CIA dans l'Atlantic Council? Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas cinq, il y en a 7. 7 anciens directeurs de la CIA. C'est vous dire si les services secrets, le renseignement, c'est la même chose, services secrets, renseignement, le ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire le State Department américain, sont impliqués là-dedans. Et évidemment la CIA. La CIA qui est le bras armé de l'État profond. Donc, eh bien on va apprendre à faire de la modération de contenu à des gens qui sont invités à un séminaire. Qui sont ces gens? Des journalistes de haut niveau, de tous les médias du monde entier. Il y a des journalistes du monde entier qui viennent de tous les médias mainstream, de tous les pays du monde, assister à ce genre de séminaire. Et ça consiste en quoi? Il y a des spécialistes, des anciens de la CIA, des anciens du renseignement, qui viennent vous expliquer que, par exemple, je vous explique comment ça marche, il y a 4 moyens de détecter un contenu qui peut devenir un incident. On ne dit pas quelque chose qu'on doit censurer, on dit un incident. Un incident, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui possède un des 4 D. Dismiss, distort, distract, dismay. Ça veut dire quoi? Dismiss, ça veut dire rejeter. Distort, ça veut dire déformer. Distract, ça veut dire détourner. Et dismay, ça veut dire consterner, étonner, outrer. Donc si vous avez un contenu que vous voulez identifier comme incident et que donc vous allez pouvoir modérer, c'est-à-dire soit mettre en shadow banning que personne ne le voit, et le laisser, soit l'enlever carrément, l'interdire et fermer le compte du mec. Eh bien, si simplement dans ce post, dans cette publication, dans cette photo, dans cette vidéo, il y a quelque chose qui ressemble au rejet de ce qui est important pour l'Empire américain, ou bien à la déformation de quelque chose que l'Empire américain a déclaré et qui est déformé par cette personne, par ce post, par cette publication, ou bien quelque chose qui détourne de la vérité officielle en disant autre chose, par exemple, en déformant, en détournant, c'est les D, ou bien quelque chose qui est impossible à entendre pour le public parce que c'est trop différent de la vérité officielle. Dismiss, distort, distract, dismay, s'il y a un de ces éléments, ou 2, ou 3, ou 4, évidemment, il faut couper. Il faut déclarer ça en incident, et il faut, non pas le censurer, mais exercer une protection de la parole, une protection de la démocratie, une protection du réseau social en question. J'ai senti une goutte. Ce genre de formation, enfin celle-là donc que je vous décris en particulier, je vous mets le lien vers la vidéo où on voit les mecs qui font ce travail-là, avec les journalistes autour, qui lèvent la main pour montrer qu'ils ont trouvé la bonne réponse au séminaire. Des mecs qui sont à la télévision, qui sont dans les plus grands journaux, qui sont dans les plus grands médias et magazines de la planète. Et des hommes et des femmes. Donc, voilà, on en pense ce que vous voulez, mais c'est comme ça que ça marche. Cette formation-là en particulier, elle vient du DARPA. Le DARPA, c'est une extension de l'armée américaine. C'est un service de recherche avancée, des techniques de recherche avancée. C'est le DARPA qui a créé Internet au départ,
pour avoir des communications cryptées et des communications à longue distance pour l'armée américaine, pour justement organiser la défense des pays soumis qui avaient des problèmes. Donc l'ARPANET, au départ, c'était un outil créé par le DARPA pour les communications militaires, qui est devenu à la suite, peu après quelques années, qui est devenu public. Il y a une couche au-dessus, il y a toujours la couche militaire en dessous, mais l'ARPANET est devenu l'Internet que nous connaissons aujourd'hui. Et plein de choses encore, le DARPA a créé plein de choses. Ils ont travaillé sur le GPS, évidemment, c'est eux qui ont créé les GPS. Le GPS, c'est eux qui ont... C'est ce service de recherche avancée qui a créé les téléphones mobiles, les réseaux cryptés, les VPN, le navigateur Tor qui permet de naviguer sans se faire repérer sur Internet, enfin bref, plein de choses. Donc, où j'en étais, voilà là l'exemple de l'Atlantic Council qui organise des séminaires pour apprendre, pour enseigner la désinformation à des journalistes. C'est comme ça que, par exemple, en 2020, les gens qui rapportaient des effets secondaires du vaccin, des effets nocifs, délétères du vaccin, ces publications-là étaient soit shadow-bannées, c'est-à-dire enfouies de manière à ce que personne ne les voit, ou bien carrément supprimées. Et on a réussi à étendre le concept non plus à la désinformation ou à la misinformation, comme on dit aux États-Unis, mais à un nouveau concept, la malinformation. La malinformation, qu'est-ce que c'est ? C'est une information vraie, mais qui fait du mal au narratif officiel. Et c'est avec ce système-là, avec cette nouvelle définition-là, que les réseaux sociaux, en particulier Facebook, ont eu l'autorisation, ont subi même la demande exprimée par le gouvernement de modérer ce genre de contenu. Si vous voyez une publication où quelqu'un raconte qu'il a eu des effets secondaires nocifs à la suite du vaccin, vous ne les mettez pas, parce que ça va décourager les gens de se faire vacciner. Et ça, c'est mauvais, c'est très mauvais. Évidemment, pour le Covid, il y avait l'alibi de lutter contre la pandémie planétaire qui allait faire mourir des millions de personnes. Évidemment, il y a toujours un côté moral. Il y a toujours, comme chez tous les psychopathes, enfin chez tous les pervers narcissiques, chez tous les manipulateurs, il y a toujours une façade qui leur permet de faire une dénégation plausible, de dire bon, mais on n'a jamais dit ça, on fait ça pour sauver le monde, on fait ça pour une bonne raison. Et puis en dessous, évidemment, il y a tous les intérêts cachés qui bien souvent, probablement, restent totalement cachés à l'esprit des exécutants locaux, des exécutants finaux, qui sont de bonne foi, eux, et qui croient vraiment au narratif de la moralité, qui ne savent pas, évidemment, tout ce qui se passe en dessous et qui permettent uniquement à la moralité d'être une façade pour des choses beaucoup plus noires. Bon, je fais une petite pause parce que je fatigue un peu. Oh là là, j'ai peur qu'il pleuve. Alors maintenant, on va essayer de trouver qui c'est qui organise tout ça. Et là, je suis content d'avoir fait la connaissance, pas en vrai, malheureusement, mais sur les réseaux, sur Internet, de ce Mike Benz, qui est vraiment à la pointe de la recherche à ce niveau-là, parce qu'il a créé un espèce de concept qui, je sais pas si c'est lui qui l'a créé, mais il dit pas état profond, il dit, écoutez bien, il dit le blob. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est au départ qu'un blob ? Eh bien, un blob, c'est un organisme vivant, inclassable. C'est pas une plante, c'est pas un animal, c'est pas un champignon, c'est un myxomycète. Le blob. Le blob, le vrai blob, le Physarum polycéphalum, Physarum polycéphalum, c'est un myxomycète. C'est-à-dire c'est un être vivant, un truc vivant, très compliqué, très complexe, qui est capable de s'adapter à n'importe quel environnement, à n'importe quelle situation, qui n'a pas de cerveau, et donc qui a une connaissance de son environnement complètement décentralisée, peut-être un peu fractale, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment étudié la bestiole, et qui est donc parfaitement résilient, qui vit sur la planète Terre depuis des millions et des millions d'années, bien avant que l'homme ou que même peut-être les fougères apparaissent sur Terre. Il était là, le blob. Et donc, ces capacités ces caractéristiques de complexité, d'adaptabilité, de décentralisation et de résilience
il y a un petit peu un parallèle à faire avec le blob dont nous allons parler maintenant, qui est, voilà ce que certains appellent l'état profond, qui est constitué d'une manière extrêmement complexe, extrêmement solide, avec énormément de, je vais pas dire de tentacules, parce que ça pourrait passer pour une interprétation au niveau d'une pieuvre. Non, c'est pas des tentacules, c'est des, comment dire, des sous-systèmes qui entourent un centre de pouvoir et qui permettent de décentraliser complètement les actions, y compris des actions extrêmement globales, mais extrêmement locales dans leurs explications. Ah, c'est un truc, vous allez voir, c'est génial le blob. État profond. Alors, page 1, le blob, il y a, là je reprends le travail de Mike Benz, quasiment à 100%. Le blob, il y a un triangle, et il fait ça avec sa main. J'ai eu peur que ce soit peut-être un signal d'allégeance à quelque chose, mais bon, c'est pas mon cas en tout cas. Moi, je suis allégeant à rien, sinon à la nature. Donc, le triangle, c'est quoi? C'est l'armée américaine, le département de la défense, le Pentagone, le State Department, le ministère des Affaires extérieures, qui est un truc énorme aux États-Unis, étant donné qu'il y a des ambassades dans je sais pas combien, 260 ambassades et consulats dans 188 pays. Il y avait 75 000 employés à l'époque d'Obama, c'est-à-dire il y a combien? Il y a 20 ans presque. C'est plutôt un centre américain mondial pour gérer les relations internationales et appliquer ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la politique internationale mondiale du centre de pouvoir américain, de l'empire américain. Donc, au sommet, il y a le département d'État, c'est-à-dire le State Department, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères qui a des ambassades dans toute la planète, le ministère de la Défense qui a des bases dans toute la planète, et la CIA, qui est le bras armé de tout ça, c'est-à-dire qui organise en sous-main toutes les actions nécessaires. Il y a aussi, m'a fait remarquer Mike Benz, c'est un triangle à 4 pattes en fait. Le centre du triangle, c'est USAID, US, United States Agency for International Development, c'est-à-dire l'Agence internationale du développement pour les États-Unis. Le nom parle de lui-même. Il y avait 10 000 employés en 2016. Et le Pentagone, si on compte toutes les forces armées, il y a 842 milliards de budget, l'armée américaine. Pour vous donner une idée, le budget de la France, c'est 453 milliards. Le budget du Pentagone, c'est donc presque le double. Le budget de l'armée américaine, c'est presque le double du budget de la France. Ah bah oui, ça fait réfléchir. Et il y a 2,3 millions d'employés, non pas au Pentagone, mais au département de la défense américain, au ministère de la Défense américain, si on compte les forces armées. Donc, ça c'est le cœur. C'est le cœur du blob, c'est le cœur de l'état profond. Autour de ça, il y a un organisme qui est très important, c'est le National Endowment for Democracy, la Fondation nationale pour la démocratie, qui est financée par toutes les grosses multinationales américaines, toutes les grosses banques américaines, et qui contrôle des centaines d'organisations non gouvernementales, d'associations, au niveau local dans le monde entier. Dans les sources de financement du National Endowment for Democracy, de la Fondation nationale pour la démocratie, c'est un organisme énorme. Il y a Chevron, Coca-Cola, Goldman Sachs, Google, Microsoft, toute la Chambre de commerce des États-Unis est représentée là. Et donc c'est un concentrateur de lobbying immense. Donc là je vous ai décrit, avec la Fondation nationale pour la démocratie, je vous ai décrit ce qui regroupe, ce qui est au-dessus de l'état profond. Ce qui est au-dessus de l'état profond, c'est toutes les grosses entreprises, ce qu'on appelle le Big Corp, corporations, entreprises aux États-Unis, le Big Corp, qui est au-dessus de l'état profond. C'est un peu, comment dire, le client de l'état profond. C'est le monde du commerce, le monde de l'industrie, qui vient voir l'état profond en lui disant « Attention !» Dans ce pays-là, ils sont en train de faire quelque chose pour nationaliser telle ressource. Il faut être vigilant au niveau de ce pays-là. Ce sont ces grosses entreprises-là qui vont, non pas demander, mais financer les organismes qui appartiennent au blob, qui vont orienter le blob vers les intérêts commerciaux de ces big corporations. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche.
Alors, il y a eu des exemples de ça, évidemment, à tous les niveaux. Il y a en particulier l'exemple que nous cite Mike Benz. Je vous mettrai, je pense, la vidéo là, où il parle de ça. Comme ça, vous pourrez regarder. Il y a eu une conférence qui est carrément sponsorisée, qui est carrément financée par les gros pétroliers américains pour organiser une prise de pouvoir en Ukraine et virer, je ne sais plus comment il s'appelait, Yanukovych, le président de l'Ukraine de l'époque, et mettre à sa place quelqu'un qui soit soumis aux intérêts de Washington, qui soit soumis aux intérêts du Deep State, et qui sera remplacé plus tard par Zelensky. Mais cette conférence qui préparait le changement de régime en Ukraine, elle était financée par les grands pétroliers américains. Pourquoi ils finançaient ça? Tout simplement parce qu'ils venaient d'investir 10 milliards chacun dans des recherches pétrolifères en Ukraine et qu'ils allaient les perdre. Parce que le Donbass est parti et la Crimée était partie aussi. Donc ils voulaient absolument récupérer leurs investissements. Alors, on a dit, il y a le centre du blob, avec le département d'État, le ministère des Affaires étrangères, la CIA, le Pentagone et USAID, l'Agence pour le développement international. Ok. Au-dessus du blob, au-dessus de ça, au-dessus du centre, il y a toutes les grosses corporations. Big Tech, Big Pharma, Big Corporation, qui financent pour arriver à ce que l'État américain, l'armée, etc., ce que je viens de citer, aille intervenir pour protéger les intérêts des grandes entreprises américaines. Et en dessous de tout ça, alors là, il y a un nombre infini de petites mains qui vont dans tous les recoins de la planète pour mettre en place tous les moyens qu'il faut pour appliquer ces demandes et ces actions. Il y a en particulier, dans le cadre de la Fondation pour la démocratie, deux organismes. L'un qui s'appelle le Solidarity Center, qui lui travaille avec les syndicats locaux et qui dépense beaucoup d'argent pour aller financer les syndicats locaux. Cet argent va à des gens, des ouvriers, pour qui l'argent est important, et donc ils gagnent de l'argent pour aller protester. Les pauvres, en général, ils ont toujours un petit peu envie de protester. Et bien là, l'État américain profite de ça et envoie le Solidarity Center pour aller financer des groupes d'ouvriers, des syndicats, et aller un petit peu aller manifester, les gars, ça va pas du tout. Et donc ça, c'est un des moyens stratégiques extrêmement efficace, tactique même, extrêmement efficace au niveau local pour aller déstabiliser des gouvernements. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle le Center for International Private Enterprise, un genre de chambre de commerce, qui a besoin d'exporter, d'importer, et qui a des filiales, des tas d'organismes, de sous-organismes dans les pays locaux où ils travaillent, puisque la plupart des grosses entreprises américaines sont des entreprises mondiales, multinationales, et donc ils ont des intérêts dans tous les pays, et donc forcément, ils ont, par la Chambre de commerce des États-Unis, tous les moyens pour aller influencer au niveau local et faire passer les mesures qui vont être importantes pour stabiliser un pays ou déstabiliser un pays qui essaye de se rebeller un petit peu. Et donc on comprend que, en réalité, c'est quand même un petit peu les gros intérêts financiers et commerciaux de l'Empire qui, en complicité avec le renseignement, les services secrets, les militaires et la diplomatie extérieure, arrivent à parvenir à leur fin. Est-ce que c'est de la manipulation du gouvernement ou est-ce que c'est le gouvernement qui vit par les financements des grosses entreprises? C'est une synergie, en quelque sorte. C'est-à-dire les uns aident les autres aident les uns. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, ça marche très bien. Ça a une solidité extraordinaire. Donc, on s'aperçoit que au-dessus, il y a les grosses corporations. Au milieu, il y a l'État américain avec toutes ses forces physiques. Et en dessous, il y a des centaines et des centaines de petits organismes qui vont partout. Il y a en particulier des organismes qui sont prêts à déclencher des manifestations. Ça s'appelle des pop-up mercenaires, c'est-à-dire des mercenaires qui peuvent pop-up, qui peuvent tout d'un coup exploser quelque part, qui sont prêts à démarrer, qui sont connus sur les réseaux sociaux, qui se parlent par les réseaux sociaux et qui sont extrêmement
pour les spécialistes de la désinformation, facile à infiltrer et à influencer. Il suffit de trouver les groupes les plus violents, les plus motivés et de les orienter un petit peu vers les intérêts qui correspondent aux intérêts de l'Empire. Dans les universités, il y a plus de 60 universités, toutes les plus grandes, Harvard, MIT, Stanford, Berkeley, qui ont créé des nouveaux diplômes de media literacy, c'est-à-dire d'enseignement des médias. Et donc, dans les universités, il y a des tas de gens qui sont prêts à prendre des postes de responsabilité pour exercer de la protection des données du gouvernement, c'est-à-dire tout simplement de combattre ce qu'on appelle la désinformation, c'est-à-dire de signaler les incidents, de chercher, avec évidemment énormément d'intelligence artificielle, ce qui peut passer dans le discours officiel et ce qui est inacceptable pour le discours officiel. Il y a beaucoup d'activistes dans tous les pays qui sont financés par le gouvernement américain. Il y a beaucoup d'ONG qui sont financées par le gouvernement américain. Il y a beaucoup d'associations, de chercheurs et évidemment de médias. Alors ça, c'est USAID qui finance tout ça. Et donc il s'agit d'une véritable guerre contre le peuple. Et tous ces organismes-là, les universités, les laboratoires, la télévision, la presse et évidemment les réseaux sociaux, grouillent d'analystes et d'agents qui ont été formés ou qui viennent directement de la CIA. Et donc qui sont là pour faire passer la bonne parole qui va faire que l'empire américain va pouvoir continuer à prospérer et à s'étendre. Oh, oh, oh. Il y a encore un autre organisme qui s'appelle le Department of Homeland Security, le DHS, qui lui aligne tous les secteurs pour que tout le monde ait le même narratif. Les gouvernements, le privé qui est au-dessus, la société civile qui est en dessous, et les médias qui sont partout. De manière à ce qu'il y ait, comme dit Mike Pence, pas de trou dans le Titanic. Personne ne peut résister, personne ne peut arrêter ça. Alors évidemment, tout ça marchait très bien jusqu'à l'apparition de Telegram et de X, jusqu'à ce que X, ex-Twitter, soit racheté par Elon Musk. Et donc là, on arrive maintenant à la guerre elle-même. Comment ça se passe? Une cyberguerre. Comment se passe la cyberguerre des années 20? Si vous trouvez que le travail que je fais en vaut la peine, eh bien, abonnez-vous. Partagez cette vidéo. Si vous trouvez qu'il y a des informations intéressantes dans la vidéo, dans cette vidéo-là en particulier, partagez-la sur tous les réseaux. Peu importe si on est striké, mais faites connaître ce discours-là, faites connaître ça, parce que c'est important qu'on sache tout ça. Pourquoi c'est important qu'on sache tout ça? Parce que c'est à nous de faire le boulot. C'est à nous d'aller sur Twitter, c'est à nous d'aller sur Telegram. C'est à nous de mettre ce qu'on pense, de partager des choses et d'essayer de pas se tirer dans les pattes, d'essayer de comprendre qu'il y a une guerre qui est en jeu, qui est en cours, et que les États-Unis sont en train de contrôler une énorme partie de la planète pour essayer de gagner cette guerre, mais qu'en face, il y a toute la population. On est tous, il faut qu'on soit tous sur les réseaux, il faut qu'on soit tous sur Telegram ou sur X, et qu'on partage, au minimum qu'on partage, qu'on diffuse les posts qu'on trouve intéressants. C'est très important. On peut, là c'est énorme, mais c'est énorme ce que je vous dis, mais tous les moyens que je viens de décrire ne font pas le poids par rapport aux milliards que nous sommes et que nous pouvons montrer sur les réseaux sociaux. Parce que c'est une guerre qui n'est pas une guerre physique, c'est une guerre qui est psychologique et peut-être spirituelle. C'est une guerre entre des forces de prédation et une guerre de force de l'équilibre. Nous, les gens qui veulent juste être tranquilles chez eux, cultiver leur jardin, manger à leur faim et ne pas avoir froid l'hiver et avoir un toit sur la tête, ces gens-là, on n'a pas besoin d'un empire. On n'a pas besoin de grossir comme des fous pour assurer notre descendance. Non. Mais par contre, il y a des gens, c'est pas un grand nombre de gens, qui sont concentrés dans un pays particulier, et qui ont cette philosophie-là, et qui veulent à tout prix grossir perpétuellement. Et donc, abonnez-vous, faites ce qu'il faut, faites des dons à qui vous voulez, et participez à cette guerre-là. Ça ne vous empêche pas de cultiver votre jardin de votre côté. Voilà. Donc, partagez, commentez, abonnez-vous. Merci. On continue.